Mon père il m'a dit hier, le problème avec le café ici, avant il fallait le demander solo. Parce que genre il te le faisait avec de l'alcool à tout le temps. Alors je quitte le petit village de Villafranca del Bierzo après y avoir dormi dans un Donativo qui était ma foi fort accueillant, fort agréable. On a bien mangé hier soir, bien mangé ce matin, bien dormi aussi. Et on a rencontré de chouettes personnes. Donc là c'est reparti, apparemment aujourd'hui c'est une grosse étape. Et voilà, nous quittons donc le petit village en contrebas de Villafranca del Bierzo. J'ai retrouvé mes deux amis italiens avec qui je suis en train de marcher. En fait, c'est trop marrant parce que dans le Donativo, hier, je suis arrivé tout seul dans ce village qui me semblait abandonné et désert. Et finalement, j'ai retrouvé juste tous mes amis du chemin. Ça fait partie un peu des trucs incroyables sur le Camino. C'est que j'avais pas le moral à zéro, mais j'étais vraiment éclaté hier et je m'attendais à rien. Quand tu arrives dans un village, tu sais pas à quoi t'attendre. Soit tout est fermé, il n'y a aucune ambiance, comme 90% de la Meseta. Soit au contraire, c'est un lieu qui est ouvert et ultra accueillant. Et c'est ce qui s'est passé hier soir. Ah, je m'attendais vraiment pas à ça. En fait, j'ai retrouvé les deux pèlerins français avec qui je marche depuis quelques jours. L'italienne avec qui, pareil, je marche. Là, je retrouve les deux autres italiens. Donc en tout, il y a 3 italiens. Ils sont trop cool. En fait, je découvre ces gens-là. C'est les gens les plus gentils du monde. J'ai qu'une envie en rentrant en France, c'est d'apprendre l'italien et d'aller en Italie. Non, vraiment, je découvre. Ils sont adorables, excellents. Ce qui est marrant en plus, c'est qu'on a tous à peu près la même tranche d'âge. Ce qui est quand même marrant parce que sur le chemin, bah, y a des écarts d'âge. Tu retrouves plusieurs générations. Et du coup, de tomber sur un groupe qui est à peu près dans ma tranche d'âge, à 5 ans près, quoi, 5 ans plus, 5 ans moins. Et en plus, dans le gîte où on était, il y avait aussi d'autres Français. Donc au final, on s'est retrouvés, c'était trop bien. Et en fait, le gîte, l'albergue s'appelait Ave Phoenix. Et c'est une albergue qui est très connue en Espagne par son propriétaire, qui est aussi connu. Il y avait une fille qui tenait une hospitalière qui a tourné un reportage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, un film qui va bientôt sortir. Quand je suis arrivé dans le village, il y a un photographe qui est venu me prendre en photo parce que j'avais la moumoute et tout. Et je lui dis mais pourquoi tu me prends en photo? Il me fait je fais un livre sur les pèlerins qui ont une bonne gueule, tu vois. Et du coup t'as les Françaises qui étaient avec moi genre et nous tu vas pas nous prendre en photo? Il fait non vous êtes jolies mais des filles jolies il y en a beaucoup. Et t'es là genre mais quoi ça veut dire que je suis dégueulasse moi ou quoi? Il fait non je cherche le vrai pèlerin. Et ça m'a fait super plaisir en fait. Du coup je risque de terminer dans un bouquin d'un photographe qui lui aussi est connu. Le mec a été médaillé de je sais pas quoi en Espagne, il a été directeur de la Croix-Rouge, enfin j'essayais de comprendre ce qu'il disait mais il a écrit des livres qui se sont super bien vendus en Espagne sur la Seconde Guerre mondiale. En fait que des rencontres intéressantes hier. Et pour moi c'est pas un hasard, qu'à partir d'un moment où je décide de me dire que je me détache du fardeau qui est YouTube, ces choses-là se déclenchent en fait, à la minute même d'après. Hier, le dernier plan du vlog, c'est quand je vous dis bon allez, j'arrive là, je coupe tout, ciao. J'éteins mon truc, mais 2 secondes après, il y a le mec qui me dit est-ce que je peux vous prendre en photo devant l'église? D'ailleurs, c'est la vignette du vlog d'hier. Allez voir la miniature. C'est la photo prise par le photographe de moi assis devant l'église. Après, j'arrive donc dans le Donativo. Et là, je rencontre que des gens cool. Alors oui, le Donativo, en fait, on avait le repas compris. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est génial. À 20 h, on se retrouve tous ensemble, après avoir pris une bonne douche, tout ça. Il amène le repas. Une bonne soupe, enfin des légumes en Espagne. Une soupe aux choux. Après, il nous a fait une salade, enfin, c'était excellent. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'avant de manger, on se tient tous la main et on fait tous une prière, tous ensemble. On bénit le repas, en fait. Et ça, c'est des trucs, c'est des valeurs qui manquent cruellement. Et ça fait plaisir, en fait, parce que... Bah, ça fait plaisir, en fait. Que tout ça, en plus, soit dans un concept
de donation, tu donnes vraiment ce que tu veux ensuite. Voilà, qui ont donc que des... Je suis perturbé parce que l'italien me regarde parler tout seul. Is a good way? Ah, okay, road. Not road, but river. Ah, river. Anyway, it's beautiful. It's better than mesetas. Yeah. Do you know this? Is eating flower you can eat. It's very famous. Really? Yes. What's the name? Nombril de Venus. Venus is like Botticelli painting. Yes. Yeah, a lot of water inside. Really? Yeah, don't worry, I'm survivalist. Good job. You don't like it? You prefer pizza, fucking Italian. And you don't have water, you eat that? Yeah, yeah, yeah. In Spain there are no verdure, leguma. So I eat flower. Il cappello medico, pensavo che era quello che aveva in testa. No. Era quello che aveva in testa era verde. Che dice? The hat. Mimetic. Ah, yes. Camouflage. What do you need? Take picture of animals. Okay. Are you sure is the way? C'est de pire en pire Yeah, là. yeah. Yeah. Perché devi passare lì dentro e qua. Comme vous pouvez le voir, on est un peu plus dans les montagnes, ce qui fait pas de mal. Ça ressemble un peu aux Pyrénées vite fait. Petit à petit, on s'approche de la Galice. Galice, qui est quand même une ancienne terre celte en Espagne. Donc ça va forcément un peu plus me parler, un peu plus m'évoquer quelque chose. Déjà par les paysages, puis ensuite par la culture. Mais en étant dans le gîte hier, et en ayant finalement parlé avec pas mal de pèlerins, français ou étrangers, mais pas mal de pèlerins qui ont des amis qui sont un peu plus loin, qui sont déjà en Galice, il semblerait que là-bas, beaucoup de donativos, d'albergues, de gîtes demandent le pass sanitaire. C'est un endroit un peu plus restrictif qu'ailleurs. Alors ce qui me fait plaisir, c'est que la plupart des pèlerins que je rencontre, mais quand je dis la plupart, c'est bien 80%, ne sont pas vaccinés, n'ont pas de passe sanitaire. Ça fait qu'il reste encore des gens lucides. Même là, les deux Italiens, on se marrait parce qu'on se disait ouais, on est complotistes. Quoi. Parce que chez eux, apparemment, c'est pareil, c'est un peu le bordel dans leur pays. Ça touche tout le monde, hein, que ce soit l'Italie, l'Espagne ou la France. Mais moi, j'avoue que pour l'instant, c'est en Espagne où je vois le plus de flipper en Espagne. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai été dans un bar hier, les Espagnols en sont au stade où quand ils sont en couple et qu'ils boivent un coup ensemble à une même table, ils gardent leur masque. Il y avait cette scène absurde où un mec et une femme ensemble, assis autour d'une même table, gardaient le masque pour boire leur bière. Non mais... Du coup ce qu'ils faisaient c'est qu'ils se parlaient avec le masque. Don't be afraid. Is hunter dogs because today is a hunting day. Donc il y avait cette scène absurde hier d'un couple qui buvait une bière en se regardant dans les yeux. De toute façon il leur restait plus que ça, hein, c'était le seul endroit pas couvert. Et en fait quand ils portaient la bière à leurs lèvres, ils soulevaient un peu leur masque comme ça pour laisser dépasser légèrement la bouche. Ils buvaient puis vite ils remettaient leur masque. Je crois qu'on peut officiellement plus rien pour vous les Espagnols. À côté en France on a encore des marges de manœuvre. Et pourtant en France on est déjà à un bon level de... Bon, au fait j'ai oublié de faire l'intro de cette vidéo. Aujourd'hui on est le lundi 6 décembre 2021. Et c'est mon 58e jour de marche sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, le Camino Frances. C'est donc mon 58e vlog. Voilà, je tenais à dire que j'ai conscientisé ça. Je pense que sur le chemin de Saint-Jacques, on a tous des péchés à se faire pardonner, on a tous des fardeaux.
on a tous des choses à trimballer dans son sac à dos, dans son sac physique mais aussi dans son sac intérieur, dans son cœur. Et je pense que moi quelque chose qui était un réel fardeau pour moi, hein, c'est exactement comme dans le Seigneur des Anneaux, Frodon et Sam qui portent l'anneau, quelque chose qui me pesait et qui était difficile, c'est mon rapport avec YouTube et précisément la communauté. Et je crois que ce chemin m'aide en fait à me libérer d'une sorte de fardeau que je me suis infligé à moi-même, hein. Personne n'est responsable de ça, hein. Je suis l'unique responsable de ce bordel. Et en fait, là, ces derniers jours en Espagne, dans la Meseta, moi j'ai détesté l'Espagne, hein. Vraiment je l'ai mal vécu, hein, cette putain de traversée du désert, où je sentis que dans mes vlogs j'avais beaucoup de colère et je me disais putain mais en fait j'en ai ras le cul de YouTube, j'aime YouTube et en même temps je le déteste, tu vois. Et en fait là je suis en train de conscientiser, je me dis mais en fait je crois que c'est ça le truc, c'est que j'avais tellement, au début quand j'ai commencé mon chemin de Saint-Jacques, vu que j'avais pas pour objectif suivant de le filmer, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. J'ai commencé à filmer mon aventure là, les vlogs numéro 1, vlog numéro 2, de manière totalement naturelle et spontanée. D'ailleurs au début j'en avais tellement rien à secouer que des fois au cours d'une même journée, alors allez voir les premiers vlogs, hein, genre pendant mon 3e jour de marche, il y avait 4-5 vlogs qui sortaient en fonction si j'avais 5 sujets différents qui me venaient. C'était juste, voilà, je partageais. Et après c'est devenu un automatisme parce que j'ai commencé à y prendre goût. Je me suis dit putain c'est cool en fait, ça me fait un journal de bord, ça me permet de résumer ma pensée. Puis j'ai vu aussi que ça vous plaît, simplement, hein. J'ai vu que... Et au final je me demande si à un moment donné c'est pas l'ego qui a pris le dessus. L'ego et la prétention qui ont pris le dessus, où je me suis dit vas-y je retourne en Espagne, je vais terminer mon chemin et je continuerai un vlog. C'est-à-dire qu'après c'était plus fait avec le cœur comme au début, c'était fait avec le mental. Et je crois que c'est ça que j'ai eu du mal à dégueuler récemment. Il fallait que ça sorte. C'est qu'en fait, il fallait que je m'avoue à moi-même que je faisais plus le Camino dans une authenticité et donc des vidéos dans une authenticité, mais que c'était plus dans un délire d'ego trip à la con. Et je crois que là, de l'avoir conscientisé, parce que là, depuis que je suis en Espagne, en fait, je me dis, mais c'est bizarre, le chemin, je l'apprécie beaucoup moins qu'avant. Limite, il me fait chier, limite, il me tarde qu'un truc, c'est de rentrer, tu vois. Et je me disais, mais pourquoi, d'où ça vient? Parce que globalement, c'est le même chemin. Je me suis dit, c'est pas le chemin qui a changé, ça doit être moi. Et quel est le facteur qui était différent des autres fois? C'était mon rapport à YouTube en fait. Et c'est pour ça que je crois que là, psychologiquement, d'avoir un peu vidé mon sac avec la communauté, les abonnés, de vous avoir dit un peu ce que je pensais, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait peut-être que, tu vois, je décroche un peu toute cette merde. Parce que comme je vous l'ai déjà dit 10 000 fois, moi YouTube c'est pas ma vie en fait, ça reste quelque chose, ça reste un divertissement, ça reste quelque chose qui me fait plaisir. Mais ces derniers temps, c'est peut-être quelque chose qui était en train de me bouffer sans que je m'en rende compte. Je crois qu'en fait, j'avais vraiment un besoin de clarifier cette situation avec moi-même. Cette situation qu'est mon rapport à YouTube et mon rapport à la communauté. Je pense que c'est une manière de me dire, ok, prends moins à cœur tout ça. Ça reste du virtuel, ça reste un jeu, faut que ça reste agréable, faut que ça reste fait avec le cœur. Et je pense que c'est une des leçons que j'ai tirées sur cette nouvelle partie en Espagne. C'est ce truc de, en fait, personne t'oblige à sortir une vidéo par jour et ta communauté, tu lui dois rien en fait. Et voilà, et depuis là, depuis 2 jours, 1 ou 2 jours que j'ai conscientisé ça, en fait je me sens déjà mieux en fait. Et comme par hasard, c'est pas un hasard d'ailleurs, les rencontres se multiplient de partout, d'Italie, d'Angleterre, de France, d'Allemagne. Des gens dans ma tranche d'âge, c'est non plus pas un hasard, je pourrais sympathiser avec des vieux, on est à peu près dans la même tranche d'âge, donc on a à peu près les mêmes délires, on a les mêmes conversations. Je rencontre que des gens qui ont les mêmes un peu convictions, on est tous, personne n'est vacciné, on est tous plus ou moins complotistes. Là les Italiens ils me décrivent leur pays, pareil pour eux c'est le gouvernement qui a un gros problème, en fait je vois qu'on retrouve les mêmes problématiques. Ils sont pas anti-vax de manière générale, ils sont pas contre les vaccins, mais ils trouvent ça chelou et bizarre comment le gouvernement met une pression, une obligation. Finalement, c'est un peu exactement ce qu'on ressent chez nous. Donc eux, ils sont un peu dans la même galère, quoi. C'est genre, on va aller où? Parce qu'apparemment, en Galice, là, ils demandent, ça y est, dans les prochains donativos, dans les prochains gîtes, ils demandent le passe-partout. Du coup, on est en mode, on va peut-être pioncer dehors. On va peut-être, on va peut-être devoir se démerder. Donc finalement, c'est l'aventure. L'aventure, on croit qu'elle est bientôt terminée. Non, plus on approche de la fin, limite, plus ça se complique. Donc ouais, comme par hasard, comme je disais, à partir du moment où je me libère psychologiquement d'un poids, d'un fardeau
quel est mon rapport malsain à YouTube, disons-le, mon rapport malsain, c'est comme une drogue en fait. C'est une gourmandise, tiens, pour reprendre le cercle d'hier. Je pense que YouTube, j'en suis comme drogué, quoi. C'est difficile de s'en passer. En même temps, c'est à la fois ma passion, à la fois c'est mon boulot. Donc c'est un peu compliqué, c'est vrai que, mais je pense que comme tout, faut doser, pas tomber dans les excès. Et peut-être que ces derniers temps, j'étais trop tombé dans une sorte de virtualité, à essayer de satisfaire une communauté virtuelle qui n'existe pas, des gens qui ne sont pas mes amis, à en oublier en fait les vrais rapports humains, comme les gens que je peux rencontrer et sur le chemin de Compostelle, ou même simplement quand je suis dans mon quotidien, mes véritables amis ou ma famille tout simplement. Je me disais vraiment, mais pourquoi ce chemin me fait chier comme ça? Qu'est-ce que j'ai à résoudre en fait? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Et là d'un coup, une fois que ceci s'est débloqué, tout me paraît comme plus limpide, plus évident. Et c'est pas anodin, comme par hasard j'arrive dans une terre celte, il fait beau, les décors sont mieux, je marche avec des potes, j'ai bien dormi, l'albergue d'hier soir, mais excellent. Et ce qui est bizarre, c'est qu'hier, en m'endormant dans ce gîte, je me sentais bien, je me sentais entouré. Et je crois que c'est un peu la première fois où enfin j'ai kiffé mon chemin en Espagne, je parle. Où je me suis dit, ah putain, enfin c'est cool l'Espagne, quoi. Et putain, ça a mis du temps à venir. Ah et ça se trouve, je vais déchanter dans quelques heures quand ils vont commencer à me demander le pass sanitaire partout et que je vais les insulter. Allez, c'est parti pour cette nouvelle journée de marche, hein. Donc vous l'aurez compris, maintenant je filme un peu quand l'envie me prend, de manière beaucoup moins automatique. Je laisse parler mon cœur, donc si j'ai envie de filmer, je filmerai, et si j'ai pas envie, ben, je ne filmerai pas. Et voilà, j'ai retrouvé mes 3 amis italiens. Je sais pas pourquoi cette année, c'est eux qui m'accompagnent. On est en train de parler de café. Ça se limite à ça dans la conversation. Hey, j'ai acheté une cafetière italienne. C'est pas ma faute si c'est un peuple gentil. Bon là, j'ai pas beaucoup filmé en cette journée parce que c'est la grosse pluie. Il pleut vraiment beaucoup. Et là, j'ai perdu mes compagnons de route. Ils doivent être tous devant, les Italiens. Et comme vous pouvez voir, j'ai sorti mon intégrale de pèlerin. J'ai trouvé une grosse couverture en laine, comme à l'époque. Donc ça y est, là je ressemble officiellement à un vrai pèlerin. Et c'est devenu mon truc de pluie. Même mon kawaii, je l'ai viré, c'est devenu ma cape, mon habit, ma tente, mon tapis. Comme la pèlerine de l'époque, c'est un habit qui sert à tout faire. Ça protège de la pluie, du froid, du vent, du soleil, de tout. Donc là j'avance toujours. Et voilà, il pleut, je sais pas trop le nom des villages, je sais pas ma prochaine destination, je sais pas le nombre de kilomètres. Tout ce que je sais, c'est que j'avance et qu'il pleut. Et voilà, c'est tout en fait, j'ai pas plus à dire. Sorti de nulle part alors que je marche depuis peut-être 3 heures sous la pluie. Il pleut sans cesse, non-stop, grosse flotte. Je suis en train de traverser un village où tout est fermé. Et là, on ne sait pas par quel miracle, une église d'ouverte. Enfin, une église d'ouverte dans laquelle j'ai pu, bien sûr, m'arrêter. Une église d'ouverte. Non mais ça devient incroyable. Oh. Il manquerait plus qu'il y ait l'électricité et ça serait parfait. Donc dès que je suis arrivé, bien sûr, j'ai posé ma moumoute de mouton qui est relativement lourde maintenant qu'il a bien plu dessus. Cette nouvelle cape en laine, ça fait longtemps que j'en cherchais. Alors je vous explique, hein, c'est une pèlerine. Ça fait très longtemps que je voulais trouver un véritable habit de pèlerin. Et regardez dessus, c'est pas juste une cape en laine. Regardez ce qu'il y a brodé dessus. Grosse croix de Saint-Jacques. Ça claque. Donc voilà, c'est devenu... j'en cherchais et elle m'a été offerte. Donc je suis très content. Donc là je viens de tester, hein, j'ai pas mis mon kawaii, j'ai voulu voir l'imperméabilité de juste la laine. Donc j'avais mon sac à dos sur le dos
et le tout recouvert par cette grosse cape de laine. Et mon sac est sec. L'intégralité de mon sac est sec. Donc, laine approuvée, imperméable, qui tient au chaud. Alors, certes, elle est lourde, mais ça, c'est parce que moi, j'aime me mettre au défi. En fait, je commence à en avoir marre des trucs techniques, tels les trucs Quechua que tout le monde a, les trucs Décathlon, les habits, finalement. Tous les pèlerins et tous les randonneurs finissent par se ressembler à force d'avoir tous les mêmes conneries. Donc, au bout d'un moment, je préfère avoir une couverture en laine, une moumoute de mouton, point barre, fin de l'histoire, quoi. Bref. Enfin dans une église, alors là je m'y attendais pas, celle-là qu'elle soit ouverte. En fait ça me permet surtout d'avoir un peu de répit là, j'en pouvais plus de marcher sous la pluie, donc je me repose, je prends jamais de pause, hein, je vous rappelle. Donc là ça me permet d'avoir un abri pour me reposer, laisser un peu sécher mes affaires, et puis simplement aussi se recueillir, tout simplement, une église enfin. Ah, super. Je suis le mec le plus chanceux du monde. Je viens d'allumer ce truc-là, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si j'ai le droit, mais je prends le gauche. Il y avait 2 trucs comme ça là qu'on trouve dans les restos. Je viens juste d'en allumer un là pour me réchauffer là, mais c'est pas trop bien là. Est-ce que je suis pas trop bien là? Bah si, la réponse est oui. Hein. J'ai l'impression que j'ai bien fait de faire une petite pause dans l'église, car je ressors de celle-ci et il ne pleut plus. Je peux donc reprendre mon chemin. Aujourd'hui, c'est une étape longue. Je boite toujours autant. Et en plus, ça grimpe aujourd'hui. On reprend de l'altitude. Je crois que le plus haut point, c'était 1500 mètres. Après, on est redescendu. Et là, aujourd'hui, je crois que ça remonte à 1300 mètres, quelque chose comme ça. Donc ça grimpe depuis ce matin. Sous la flotte, avec une jambe qui boite, mais ça va, je kiffe ma condition. Je sais pas pourquoi aujourd'hui il m'arrive plein de couilles, la pluie, la couverture qui est lourde parce qu'il pleut, je me rajoute des trucs à porter alors que c'est déjà lourd, je veux dire, cette couverture elle est terriblement lourde. Je boite, ça grimpe, mais je sais pas, je suis content, j'aime ma condition et j'accepte ces difficultés avec grand sourire et du coup, plutôt que de se plaindre, je trouve ça génial ce qui m'arrive en fait. Je sais pas du tout où je vais aujourd'hui, mais alors vraiment pas. J'avance et en plus maintenant qu'on m'a dit qu'il y avait le pass sanitaire, tout ça, il y a ce truc où je sais que je serai refusé partout, donc. Mais il y a un truc où je sais pas, j'ai pas peur en fait. J'avance, je me dis on verra quoi. On verra. Je veux dire, je suis sûr. Je sais pas pourquoi au fond de moi je sens que je vais finir par trouver quelque chose, un abri. Ça se trouve je me trompe, mais j'ai cette certitude que. J'ai pas à avoir peur en fait. Si on se met à avoir peur du Covid, ça devient la nouvelle religion, tu vois. Et j'ai pas envie de croire en ça. Les gens maintenant croient plus facilement en cette merde qu'en eux-mêmes, quoi. Je suis athée, je suis comme vous. Je suis athée du Covid. Chacun pense ce qu'il veut, hein. Vous n'êtes pas obligé de me juger, hein, ni de me catégoriser, hein. Merci, hein, pas besoin d'amis imaginaires, hein. Pas besoin de picouse dans mon bras, hein. Bon, il ne pleut plus, par contre, ça grimpe. Ça grimpe bien. Et j'ai décidé d'être dans l'effort pour vous parler du 4e cercle de l'enfer de Dante. Ah oui, au fait, j'ai trouvé un nouveau bâton. Il s'est présenté à moi. Je l'aime bien. Dans chacun de ces vlogs, depuis 3-4 vlogs, je vous décris un cercle de l'enfer de Dante, tiré de la Divine Comédie, écrit par Dante Alighieri, auteur italien du Moyen-Âge, 12e, 13e siècle. Et donc, dans cette descente aux enfers, nous avons vu le premier cercle qui était les limbes, le second qui était la luxure, et le 3e qui était la gourmandise. Alors, quel est, aujourd'hui, le cercle en dessous, celui de la gourmandise, celui qui nous fait descendre encore un peu plus bas en enfer? Je rappelle que ces péchés sont, on va dire, de plus en plus graves, de plus en plus importants.
nous avons les avares et les prodigues. Alors prodigue, c'est pas un mot très répandu, c'est l'inverse de l'avare. L'avare, celui qui est proche de ses sous, qui est économe. Le prodigue, c'est au contraire celui qui dépense comme un fou, sans retenue. Dans ce cercle, nous avons ces deux types de personnes, les prodigues d'un côté et les avares de l'autre, qui globalement se foutent sur la gueule. Voilà, se font de la guéguerre, se lancent des pierres et essayent aussi de tout acheter, de tout comparer. Ils ont simplement des cailloux en face d'eux et ils pensent que ça vaut de l'or. Du coup, ils sont toujours dans la recherche permanente de l'accumulation ou de la dépense, mais finalement, ils sont en train de jouer qu'avec des caillasses et ils se rendent malheureux parce qu'ils en ont jamais assez. Donc ça, c'est leur supplice. L'avarice, donc un péché, hein, qui pourrait se résumer par la peur du manque, le désir de l'économie, d'être dans l'économie toujours, l'accumulation, et aussi la peur de la perte, la peur matérielle, de casser ou de perdre. Donc, d'être matérialiste et d'être beaucoup trop attaché aux choses, avoir du mal à se séparer d'eux. Un avare, c'est une sorte de personne qui est très 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 égoïste. On pourrait comparer ça au radin. Bien que il y a une certaine distinction qui se fait entre le radin et l'avare. Mais bon, là on va foutre tout dans le même panier. C'est toujours plus drôle de foutre tout dans le même panier. L'avare est donc proche de ses sous. Et en fait, le paradoxe, c'est qu'il accumule, mais jamais ne dépense. Donc c'est-à-dire que non seulement ses sous, il les emportera pas au paradis, vu qu'il ira en enfer pour commencer, mais ensuite, il y a une sorte de truc totalement affreusement inutile, quoi. Tu gardes, dans l'optique de on ne sait pas quoi. Peut-être un jour j'en aurai besoin, mais tu ne l'utiliseras jamais. Car tu es trop peureux. Tu as peur de la dépense, tu as peur de perdre, tu n'as pas suffisamment confiance dans la vie, tu n'as pas suffisamment foi. C'est pour ça que souvent dans la religion chrétienne, on retrouve cette idée de la pauvreté et du mendiant. D'avoir rien, finalement, tu as tout. Parce que quand tu as rien, tu n'as pas peur de perdre. Et finalement, du coup, tu es comme libéré de tout ta tâche matérielle, de tout bien. Ça va un peu à l'opposition du matérialiste, qui veut toujours accumuler de la richesse, mais également de l'accumulation matérielle. Une belle maison, une belle voiture, de beaux amis, parce que tu vois, l'avare veut aussi beaucoup d'amis. Il est avare en tout, pas qu'en argent. C'est pas qu'il veut pas te filer 10 €, l'avare. C'est qu'il te filera même pas un centime et il te regardera crever de soif s'il est propriétaire de la fontaine. L'avare est aussi avare en amour. Il veut qu'on l'aime, mais jamais lui n'aimera. Il est avare en tout. Il te prêtera très peu de choses. Et s'il te le prête, il faudra que tu lui rendes et il te le fera peut-être même payer. L'avare, en fait, c'est l'inverse du généreux. Celui qui donne sans rien attendre en retour. Qui donne par pur amour, par pur acte de partage. On retrouve toujours cette idée de soit vers l'autre, soit tourner sur soi-même. Et quand c'est une action qui est tournée sur toi-même, quand par exemple l'avarice, donc garder tout pour toi, c'est que tu n'es pas dans le don et la générosité. Le prodigue, c'est un peu dans le même délire. Le prodigue, c'est celui qui a les moyens, ou qui les a pas, mais qui est toujours dans la dépense outrancière. Alors il n'est pas dans le don, à ne pas confondre. Il n'est pas dans la générosité. C'est pas qu'il va tout donner, son argent. Non, c'est simplement qu'il dépense, mais toujours pour son plaisir personnel. Toujours à vouloir acheter le dernier truc. Il ne peut pas, c'est un consommateur, voilà. C'est un consommateur. Autant l'avare est tellement proche de ses sous qu'il ne veut pas dépenser un centime. Par contre, il accumule tout ce qu'il trouve. C'est un vrai radin, c'est une souris. C'est une sorte de gars qui fait des réserves. Pour l'été, pour l'hiver, en fait, il fait des réserves tout le temps. Que le prodigue ne fait aucune réserve, mais il achète tout un tas de conneries. Les derniers objets à la mode, les dernières tendances. Toujours à aller au resto, toujours à bouffer. Il se fait toujours plaisir. Et dans les deux cas, on retrouve cette idée de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est pour soi. L'avare, c'est pour lui qui garde tout. Le prodigue, c'est pour lui qui l'achète, qui dépense tout. Hier et avant-hier, dans la luxure et la gourmandise, on a souvent vu que c'était le corps qui était mis au milieu des choses. La luxure, le corps au milieu de l'attention. La gourmandise, le corps à qui tu fais subir des difformités. Ici, dans l'avarice,
On n'est pas dans le corps, on est plutôt dans l'objet, dans le bien matériel, ce qui entoure le corps, l'environnement. Mais c'est pas encore assez bien, c'est pas encore quelque chose qui est suffisant pour te tourner vers le spirituel et le divin et le sacré. Tu ne fais plus attention à ton corps, mais tu projettes ton corps dans des objets à la con. Tu penses que ce qui te définit, c'est ce que tu possèdes. Dis-moi ce que tu achètes et je te dirai qui tu es. Il n'y a qu'à rentrer dans un supermarché et voir les gens mettre des choses dans leur caddie pour généraliser. Quand tu vois que les gens, au moment du Covid, ont acheté, se sont précipités sur le PQ, c'est révélateur qu'ils se savent merdeux en fait. Ils savent qu'ils ont plein de trucs à se reprocher, ils ont le slip tellement sale que la première chose qu'ils vont acheter, c'est du PQ. Rentrez chez les gens, observez leurs objets, leurs belles voitures, leur télé. Déjà, est-ce qu'ils en sont fiers? Est-ce qu'ils en parlent souvent ou pas? Est-ce qu'ils affichent tout le temps leur nouvel iPhone, leur nouveau gadget? Est-ce qu'ils en sont plus heureux au final? Bon, la réponse, vous la savez, hein, bien sûr que non. Ces personnes-là s'orientent vers le matérialisme, c'est-à-dire les choses de la matière, hein, qui existent, mais qui sont déshumanisées, vides de sens. J'irais même jusqu'à dire Covid. Putain, l'humour, faut pas. Des objets déshumanisés, creux, un objet inerte, des bouts de plastique. Finalement, on est dans une société consumériste, dans une société où, si vous voulez, les gens ont tué Dieu, ont tué la foi, la croyance, pour le remplacer par du plastique. Combien de chaînes YouTube se trouvent existantes où des gens font que des étalages de gadgets? Le dernier ordinateur le puissant, le dernier jeu vidéo, la dernière voiture, la dernière moto, la dernière caméra, les outils high-tech, hi-fi. On est dans une société où les gens ont tellement plus rien à dire, vu qu'ils ne peuvent plus parler d'élévation spirituelle, hein, que la moindre chaîne YouTube tourne autour d'objets de conversation matérielle. Combien il y a de chaînes qui simplement testent des objets? C'est des genres de téléachat en fait. On en est à cette absurdité où les gens ne croient tellement plus en rien qu'ils sont obligés de tourner leur attention sur des gadgets pour améliorer leur quotidien. Parce qu'en fait maintenant on leur a fait croire que l'amélioration de leur quotidien, donc finalement pour trouver le bonheur, c'est ça le but ultime, vous serez heureux si vous possédez cet objet. Parce qu'il vous empêchera, il vous facilitera la vie sur telle et telle chose. Or, c'est une grave erreur de penser que le bonheur et l'élévation spirituelle se fait à travers un objet, parce que une fois que tu auras cet objet, une fois que tu auras assouvi ton envie, tu en auras une nouvelle, un nouveau désir. Une fois que tu as atteint un objectif, tu es comme déprimé, tu te dis bon ben c'est quoi la suite? Tu en veux toujours plus. Alors que si tu arrives à comprendre de manière spirituelle que ton bonheur tu l'as avec toi-même et quand tu es aligné et quand tu trouves la foi, t'en as que faire, t'en as plus rien à faire de tous ces objets-là. Et c'est là où justement tu te dénudes, tu perds, tu n'es plus matérialiste, tu n'es plus tourné vers ces choses-là. Alors, je vais faire une petite aparté sur les objets dits sentimentaux. C'est-à-dire ce genre de petits objets auxquels on peut être attaché de manière affective. Moi, par exemple, rien que dans mon sac à dos, là, sur mon sac à dos, j'ai 2-3 babioles ici et là, que je pourrais me considérer comme matérialiste. Car ce sont des objets inertes, mais auxquels moi j'y prête une intention, j'y prête de la valeur, une valeur sentimentale. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, car c'est quelque chose qui me relie à ces gens. Et donc la force qui m'anime, c'est l'amour. Je n'ai pas de l'amour pour l'objet en question, j'ai de l'amour pour ce qu'il représente et le lien que j'ai avec la personne qui m'a par exemple offert cet objet. Mais comme tout, il ne faut pas créer des liens et confondre amour avec la moindre connerie. Je veux dire, si demain on m'offre une pince à linge et que ça reste un objet un peu nul, je ne vais pas non plus faire de la sentimentalité pour un bout de plastique. Tout dépend de l'objet, s'il est fait avec le cœur, s'il a été offert de manière sincère, s'il a été fait à la main, enfin voilà, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais ce que je voulais dire, en tout cas c'était arrondir les angles, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, hein, dans la description de l'enfer. On revient toujours à cette idée du cœur. Quand c'est fait par amour et avec le cœur, il y a du bon. Je veux dire, un objet peut être bon. Le bâton, par exemple, m'est utile. Il m'aide à marcher. Il supporte le pèlerin que je suis.
il m'aide dans les montées, il me retient dans les descentes. Mais c'est pas pour autant que je vais développer un amour pour ce bâton. Je vais développer un amour pour ce bâton le temps qu'il est avec moi, le temps qu'il existe. Mais si demain il se casse ou si je le perds, je vais être triste une minute, genre ah ben mince, mon bâton je l'aimais bien, mais je vais vite m'en remettre. C'est ça le matérialisme, l'avarice, auquel il faut faire attention. J'ai vu dans un des derniers vlogs, rappelez-vous, j'avais commencé cette marche en Espagne avec 2 bâtons en bambou. Et le jour de mon anniversaire, je m'en suis débarrassé d'un. Et j'ai vu quelqu'un qui m'a fait un long pavé dans les commentaires pour me dire « Ouais, je comprends pas pourquoi, comment t'as pu jeter ton bâton comme ça, sans faire une cérémonie, tu l'as juste jeté dans un champ comme ça, t'aurais pu le laisser dans un donativo pour un prochain pèlerin. » En fait, la différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai conscience que c'est qu'un bout de bâton. Et oui, en effet, il m'a accompagné sur plusieurs centaines de kilomètres, mais ça reste un bout de bâton. Et j'avais fait mon bout de chemin avec lui, je n'allais pas le sacraliser. C'est ça aussi le problème du matérialisme. Les gens font des idoles de leurs objets, les sacralisent. Et c'est là où il ne faut pas tomber dans le mauvais sentimental, justement. Tout à l'heure, je parlais des objets sentimentaux. Cet objet, j'ai pu m'en détacher, c'était une part de moi-même. Je ne vais pas faire tout un culte et tout des adieux pour un bout d'objet. Je réserve ça pour des gens que j'aime, pas pour un simple bout de bâton. Et pourtant, ce bout de bâton, il m'a aidé et il était sûrement chargé de très bonnes énergies. Mais justement, je lui ai dit au revoir avec ma plus grande sincérité, avec un réel amour. Je lui ai dit merci bâton, au revoir. Et finalement, l'endroit où je l'ai jeté est sûrement pour ce bâton le plus beau des temples, le plus beau des lieux sacrés. Je n'ai pas besoin symboliquement de le laisser dans une chapelle, dans une église ou quelque part. J'aurais pu s'il y avait eu une chapelle ou une église à côté de moi. Mais finalement, la chapelle et l'église, c'est là où je décide qu'elles se trouvent. Du moment, encore une fois, que c'est fait par amour, par authenticité et avec le cœur. J'ai donc pu me détacher de ce bâton absolument sans aucun scrupule. Et faites attention quand vous écrivez ce genre de commentaires parce que c'est révélateur encore de vos superstitions. Et la superstition, il ne faut pas la confondre avec la foi, la croyance ou les religions. Il y a, c'est ce que j'aurais tendance à reprocher aux religions, qu'importe la religion, hein, toutes les religions monothéistes, il y a dans les religions quelque chose proche de la superstition et je pense que c'est mauvais. La superstition est mauvaise. Il faut prendre dans les religions ce qui est bon à prendre, c'est-à-dire tout ce qui est proche de la spiritualité, de la foi et du développement personnel, de l'élévation, pour devenir un être meilleur. Mais dès l'instant que vous faites des choses par automatisme ou par crainte, par peur d'aller en enfer, ou par peur de si vous ne faites pas 10 prières, vous serez malheureux, quand vous tombez dans la superstition et la crainte, pour moi c'est là où les religions sont dangereuses. En réalité, qu'importe vos croyances, votre culture, votre religion, si vous avez peur de ce qu'il y a au-dessus vous, donc appelez ça Dieu ou ce que vous voulez, c'est mauvais. Car Dieu n'est pas censé incarner la peur. Voilà, je me suis un peu égaré, éloigné de l'avarice, mais j'ai laissé parler mon cœur. Voilà pour ce 4e cercle de Dante. Dans le vlog de demain, on parlera du cercle suivant, le cercle encore en dessous. Je grimpe. Ça fait bien, allez, 2 heures que je grimpe. C'est une ascension assez raide. Le dénivelé est pas mal marqué là. Parce qu'autant quand on montait aux 1500 mètres, c'était de la pente douce. Plus ou moins toute la journée, ça grimpait. Donc en fin de journée, tu finissais aux 1500 mètres. Autant là, les 1300, ils sont soudains quoi. Le dénivelé, il est... ouais, il est assez raide. Déjà qu'aujourd'hui c'était une étape longue en termes de kilomètres, mais en plus c'est une étape physique dans le sens où ça grimpe vraiment beaucoup. Là je sais pas quelle heure il est, parce que là il commence à être tard, ouais il va être 17h. Il va être 17h et je sens que je commence à manquer d'énergie. Je commence à avoir pas mal puisé dans mes réserves aujourd'hui, surtout que
Comme d'hab, je me suis levé tôt. Et donc commencé à marcher de bonne heure. Donc là, ouais, 17h, ces quelques derniers jours, vers 15h, j'avais fini ma journée. Donc là, aujourd'hui, le 17h, je le sens passer. Galicia. Si. Muy bien. Come on. We arrive in Galicia together. Allez, ok, picture. Ok. I send picture. Yeah. Yes. So, what's going on? Galicia. Congratulations. J'ai donc retrouvé en cette fin de journée les deux Italianos. Et on termine cette pente qui est interminable. On vient de franchir la Galice ensemble, mais il y a juste zéro réaction vu qu'on est juste exténué de la grimpe, de la pluie, du froid et de la nuit qui est en train de tomber. Eux, ils ont trouvé un petit hôtel où passer la nuit. Moi, je sais pas encore où je vais. J'attends de voir arriver à la prochaine ville ce que je trouve. En tout cas, je vais arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. Merci de l'avoir visionné et peut-être à demain pour un prochain vlog. Allez, ciao!